Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous voici arrivés à l'une des dernières étapes de l'examen de ce projet de loi de finances pour 2023, le premier de cette 16e législature. Je dois avouer que le 19 juin dernier, après avoir recueilli avec joie la nouvelle de ma réélection par mes concitoyens de la Nièvre, j'ai essayé d'imaginer le fonctionnement de cette inédite Assemblée pour les 5 prochaines années. Je dois le dire, j'ai un moment caressé l'espoir qu'à l'instar des États européens ayant mis en place le scrutin proportionnel, les logiques partisanes finissent par céder devant la volonté d'avancer ensemble. Force est de reconnaître que ça a été le cas sur plusieurs textes de loi depuis le début de cette législature, notamment sur le projet de loi pouvoir d'achat cet été, la récente loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur et la bonne tenue des discussions ces derniers jours sur le projet de loi d'énergie renouvelable qui, je l'espère, sera lui aussi adopté. Mais cette recherche de compromis n'a pas survécu à ce marqueur politique qu'est le budget. La réalité, c'est que pour de basses raisons politiques, à droite comme à gauche, vous avez décrété, avant même d'avoir vu ou étudié le texte, que vous ne voteriez pas le budget de la nation. Or, nous sommes ici des députés de la nation. Et nous avons à ce titre une responsabilité envers elle, envers ses habitants, envers ses entreprises, envers ses fonctionnaires, envers ses salariés, ses retraités, envers ses enfants. Notre responsabilité, c'est de permettre à la nation de vivre. Plus encore, certaines propositions montrent bien votre volonté de ne pas voter ce budget et même d'être constamment dans le coup d'éclat. Par curiosité, j'ai essayé de compter les crédits que les députés de la NUPES souhaitaient ouvrir en première lecture sur la mission enseignement scolaire. Je me suis arrêtée au 10e milliard proposé. Et que dire de nos concitoyens qui appellent à plus de sécurité pour leurs biens et leurs personnes et pour lesquels ils n'ont comme proposition que de désarmer nos forces de l'ordre. Enfin, d'autres font des leçons sur la bonne tenue des finances publiques en hémicycle et dans les médias, mais font dans leurs amendements l'exact contraire. Il est facile de s'inquiéter du fardeau de la dette qu'on laissera à nos enfants, tout en voulant supprimer l'ensemble des droits de succession. Nous avons donc une gauche qui ne pense qu'à piocher dans les poches des Français qui se lèvent le matin pour aller travailler, pour créer de la richesse de notre pays et qui porte notre modèle social. Et une droite qui veut dépenser un argent qui n'existe pas, tout en fustigeant une dette qui augmente. Je noircis peut-être un peu le trait, et nombre d'amendements ont permis d'enclencher des débats nécessaires, comme sur la fiscalité de l'immobilier en zone tendue, les profits exceptionnels de certaines entreprises ou encore le prix de l'énergie. Certains amendements de pratiquement tous les groupes ont même été retenus dans le texte du gouvernement, par exemple sur les collectivités ou encore pour nos agriculteurs. S'agissant de la mission Solidarité, je voudrais saluer nos avancements sur le financement de la Civise, même si, comme chaque rapporteur spécial sur ces sujets, j'ai encore beaucoup d'idées sur comment mieux mettre en œuvre les politiques publiques en la matière et je continuerai à vous formuler de nouvelles propositions dans les prochaines semaines et mois afin de soutenir les plus fragiles de nos concitoyens. Si le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution est un choix de responsabilité et que les conditions posées par la Constitution de son exercice ont fortement contraint l'examen de ce texte, je voudrais toutefois formuler ici quelques regrets et frustrations sur les conditions dans lesquelles nous avons examiné le texte dont nous sommes tous responsables. Cet automne budgétaire est en effet un peu frustrant. Je le disais, car un débat budgétaire dans l'hémicycle, c'est l'opportunité de parler des Français, de leurs difficultés, de leurs craintes, de leurs espoirs, de leurs ambitions aussi, car notre pays en regorge.
Frustrant aussi, car le budget de la nation est la représentation de l'ensemble des politiques publiques. C'est l'opportunité de jauger leur efficacité, l'opportunité d'entendre, et souvent saluer d'ailleurs, le travail mené durant l'automne par nos collègues rapporteurs spéciaux qui peuvent nous livrer l'analyse fine, éclairée et nécessaire des pans de budget qu'ils ont à traiter. Ce travail, parfois aride, et il me semble nécessaire pour éclairer la représentation nationale et parfois même le gouvernement. Notre travail de rapporteur spécial, c'est de s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité des politiques publiques jusqu'au dernier kilomètre. Et au final, de pouvoir proposer et discuter avec le gouvernement des nécessaires ajustements de ces politiques publiques. Cela, mes chers collègues, par le dogmatisme et le comportement de certains, nous en avons été privés. À renvoyer la faute sur le gouvernement, vous manquez l'opportunité de l'exercice d'un examen de conscience. Le projet de loi de finances est normalement un moment où chaque député, chaque famille politique peut défendre sa vision de la France de demain. J'espère que nos concitoyens auront vu à quel point certains se moquent d'eux, préférant à un programme solide des coûts de communication appuyés sur une vision erronée de l'économie. Ma famille politique a souhaité vous proposer un ensemble de mesures cohérentes ou, dans certains cas, des pistes de travail, notamment sur la fiscalité du capital, des revenus d'activité ou encore des petites entreprises. Toutes ces propositions n'ont pas eu votre assentiment ni celle de l'Assemblée. Nous le regrettons. Je voudrais toutefois rappeler que le pays a changé. La crise sanitaire est passée par là. La crise économique aussi, malgré nos efforts pour l'endiguer. La crise ukrainienne, d'où nous voyons les effets ailleurs que sur le front, avec ses gagnants et ses perdants. Et enfin, la crise énergétique, fruit de la crise ukrainienne et d'un marché qui dysfonctionne. Dans ce monde qui change, nos pratiques doivent changer aussi. Et nous ne devons pas avoir de tabou en matière d'imposition. C'est une attente des Français que de voir plus de justice fiscale. L'impôt existe. Les Français y consentent. Et si en face, ils ont les politiques publiques qui vont avec, comme la sécurité, la justice, l'école, la santé, la solidarité, je suis convaincue qu'ils accepteraient qu'on les augmente un petit peu, surtout sur les revenus du capital. La question doit se poser et ne doit être ni un totem, ni un tabou. Je suis persuadée que ces propositions sont rassembleuses et nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines semaines pour en rediscuter une fois ce projet de loi de finances pour 2023 adopté. Car il faut ce budget pour la France, car il répond aux besoins de nos concitoyens pour faire face au ralentissement économique, à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie. Et mes chers collègues, nous espérons que l'année prochaine, vous sortirez des pures postures politiques pour travailler les textes, car les enjeux pour les Français et la France n'attendent pas d'hypothétiques dissolutions ou hypothétiques prochaines élections. C'est maintenant qu'ils veulent que nous soyons au travail pour eux. Il ne tient qu'à nous, qu'à vous, qu'il n'y ait plus de recours au 49.3 pour les projets de loi de finances. Il ne tient qu'à nous de pouvoir débattre en sérénité de ces projets de loi. S'il vous plaît, merci d'écouter l'orateur jusqu'à la fin de son intervention. Madame la ministre, Madame la Première ministre, pardon. S'il vous plaît, Monsieur Mathieu, Monsieur Je vous confirme que vous avez toute la confiance du mouvement démocrate et bien entendu, nous continuerons à vous soutenir et nous ne voterons pas cette énième motion de censure. Je vous remercie.